Ravi de vous retrouver dans ce numéro, le nouveau de votre magazine. L'actualité au Congo, c'est aussi la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, les assises sont donc initiées par le nouveau ministre. Oui, il n'est pas professeur docteur, mais pragmatique. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et plusieurs participants dans la ville qui préfèrent. Alors, par rapport à la problématique de l'insertion des diplômés, les nouveaux diplômés issus de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire, qu'attendre de ces assises? Comment faire en sorte que ces assises ne se limitent pas aux réunions de bureau? Est-ce que les innovations seront prises en compte? On parle du système LMD, mais ce n'est pas une panacée en soi. Nous réfléchissons à haute voix avec un praticien, Alain Poutou, avec nous sur ce plateau. Monsieur Poutou, bienvenue. Merci, Monsieur Lumbala, pour votre invitation. Je profite de votre plateau pour saluer tous les téléspectateurs de Télé 50 et aussi remercier les patrons de cette maison de presse. Vous savez, je l'ai toujours dit, Monsieur Jean-Marie est pour moi un mentor. Ce monsieur a amené un autre vent en ce qui concerne la presse au Congo. Donc, il a décomplexé les gens. Vous savez qu'à un moment donné, on ne suivait que TV5 et France 24. Mais depuis que ce monsieur nous a amené une autre façon de faire des choses en ce qui concerne les médias, il nous a décomplexé et que maintenant, on n'est plus à cette époque où, quand on parle d'une chaîne étrangère, tout le monde est excité. Donc, je profite vraiment pour lui féliciter de tout mon cœur, de tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Justement, au-delà justement de la forme et du contenu, on fait toujours recours aux journalistes d'ailleurs pour des grands dossiers au pays. On laisse la crème nationale, qu'on aime souvent appeler locale. C'est une parenthèse qu'on ferme. Nous, rappelons que vous êtes expert en ressources humaines et réinsertion professionnelle. Et vous êtes à la tête d'un grand centre comment on appelle encore votre centre, si vous pouvez nous rappeler? Oui, centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle. C'est un centre que nous avons mis en place pour pouvoir pallier à la problématique de l'inadéquation entre la formation universitaire et les besoins réels des employeurs à la main-d'œuvre. Très bien. Mais je signale aussi que je suis ici en tant qu'un technicien des ressources humaines. C'est vrai que j'occupe un poste de responsable des ressources humaines dans une multinationale de la place, mais ce que je veux dire ici n'engage pas mon employeur. Je viens ici en tant qu'un expert pour fournir mes prestations en tant qu'un technicien à la matière. Une précision détail. Alors, à Lubumbashi, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, beaucoup de motivation, beaucoup d'activisme, un événement apparemment qui vous séduit aussi. Effectivement, M. Lumbala, j'ai toujours félicité l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le M. Moïse Nzangi. C'est vraiment, je sens en ce monsieur la volonté de booster les choses, sincèrement. Vous l'avez dit, il n'est pas un professeur à thèse, mais je vous dis que pour faire mieux, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une thèse. Ça, c'est vraiment la confusion que les gens sont en train de faire. On est habitué à monsieur, moi, je l'ai observé. Oui. Je ne suis pas son porte-parole, mais j'apprécie la manière dont le monsieur est en train de gérer ses ministères. Sincèrement, depuis qu'il est là, je sens qu'il amène des réformes qui m'excitent moi personnellement, parce que c'est comme s'il était dans ma pensée. Beaucoup de choses qu'il a insérées, qu'il a intégrées, sont des choses que j'ai toujours essayé de proposer dans des différents médias ici. Donc, on avait besoin de quelqu'un, comme le ministre de l'Enseignement supérieur actuel, pour essayer un peu de changer des choses. Voyons voir la suite. Au-delà de la forme séductrice dans ce secteur, les assises de Lubumbashi. Alors, on n'en connaît pas beaucoup les objectifs. On parle système LMD, réforme. À votre humble avis,
Au-delà de l'initiative que vous saluez, de ce pragmatisme, qu'est-ce qui devrait réellement intéresser les participants pour les vraies réformes, à part les professeurs à thèse ou le docteur à thèse qui sont à Lubumbashi? Est-ce que le monde professionnel est-il pris en compte? La passerelle va-t-elle réellement entre le monde professionnel et académique? Elle va être importante, élargie à partir des assises de Lubumbashi? Monsieur Lumbala, je vais être pragmatique, parce que vous m'avez fait venir ici en tant qu'un technicien. Je ne vais pas aborder la question dans un angle académique ou scientifique. Je préfère rester dans un angle professionnel. Moi, je suis un homme de terrain. Les postes que j'occupe, je suis responsable des ressources humaines, c'est-à-dire nous recrutons. Et par les recrutements que nous faisons, la gestion du personnel, la gestion des ressources humaines, on sait déceler les failles. Qu'est-ce qui fait à ce jour, il y a un taux élevé du chômage? Les universités continuent à déverser sur le marché de l'emploi un grand nombre de diplômés. Mais lorsque vous regardez ceux qui sont au chômage, la plupart sont toujours ces universitaires. Mais la question qu'on devrait se poser, pourquoi après avoir passé 5 ans à l'université, lorsque vous allez chercher de l'emploi, les recruteurs vous exigent 5 ans d'expérience? Ça, c'est une question fondamentale. Si la formation universitaire était adaptée aux besoins du marché de l'emploi, si la formation universitaire était une formation adaptée au métier, à ce qu'on doit faire au bureau, je ne pense pas que les jeunes universitaires devraient éprouver des difficultés pour trouver de l'emploi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils terminent, ils ont du mal à trouver de l'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas d'emploi ou la formation qu'ils ont reçue n'a pas été adaptée aux emplois qui existent? C'est ça le vrai problème. Pour une telle réflexion, on n'a pas seulement besoin des professeurs, de docteurs à thèse. On a besoin du monde professionnel. On a besoin du monde académique. On a besoin du monde scientifique. On a aussi besoin des employeurs. Je peux les mettre dans une sorte, dans un ensemble qu'on appelle monde professionnel. Est-ce que vous avez l'impression que Lubumbashi a tenu compte de tous ces paramètres? Une bonne question, M. Lumbala. Malheureusement, vous me posez cette question pendant que ces assises ont déjà démarré. Si vous m'avez posé la question bien avant, je pouvais peut-être, je vous ai dit, le ministre actuel, c'est quelqu'un que moi, j'ai fait totalement confiance, j'apprécie sa façon de faire des choses. Si j'avais cette information avant, moi, la proposition que j'allais faire à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement universitaire, en fait, c'est par rapport au format. J'ai comme l'impression, quand on parle des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, on limite ça qu'au monde scientifique. Alors que le problème n'est pas simplement de ces côtés. Ici, il y a d'abord un élément fondamental, M. Lumbala. Quel est l'objectif de l'université? Pourquoi est-ce que les gens vont à l'université? L'université a été créée pour quel but? Mais maintenant, on ne peut pas organiser ces états généraux en excluant ceux qui recrutent. Vous comprenez? C'est important. Qu'est-ce qui devrait être fait? Ils devraient se retrouver autour d'une table. D'un côté, il y a le monde scientifique. De l'autre côté, vous avez le monde professionnel, c'est-à-dire la corporation des entreprises, la corporation des recruteurs. Et de l'autre côté, vous avez aussi le ministère de la fonction publique. Alors, les gens devraient se mettre ensemble et on doit ajouter, M. Lumbala, plutôt le forum ou l'organisation qui égorge toutes les ONG internationales que nous avons ici. Parce qu'il faut partie aussi des recruteurs. Et aussi les praticiens, c'est-à-dire les gens qui travaillent aux ressources humaines, les gens qui sont dans la vie pratique. Comme ça, on se met autour d'une table pour discuter. Parce que la question est fondamentale. Vous allez constater qu'il y a parfois des appellations de base des postes, des intitulés des postes qui sont publiés dans des offres, qui ne cadrent pas avec des filières qu'on a dans notre programme d'enseignement universitaire. Donc, en mettant tout le monde autour d'une table, il devrait normalement, moi je suis convaincu que si les formats étaient très bien décidés, n'est-ce pas, on pourra vraiment s'attendre à quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que les recruteurs devraient communiquer
aux universités leurs besoins à la main-d'œuvre, c'est-à-dire communiquer les profils dont ils ont besoin d'ici à 5 ou à 10 ans. Et que les universités, à leur tour, devraient maintenant faire la réforme du système éducatif pour adapter les contenus, les enseignements qui sont dispensés à l'université aux besoins des gens qui recrutent. Aussi, prenons-le quand même des contenus de cours. Quelqu'un qui est étudiant... On revient à la question fondamentale. Pourquoi l'université? Pour quel but? Pourquoi elle doit former? Mais on nous a dit que l'université forme des chercheurs. Et par conséquent, les grandes écoles, les instituts supérieurs ont la mission de former des techniciens. Mais on constate que les grandes écoles commencent à s'émuer ou à muter pour la vocation universitaire, avec 3e cycle, ainsi de suite. Alors, finalement, est-ce que c'est un débat qui va nous amener des vrais résultats quand on sait que les vrais problèmes, c'est celui du chômage caché qui fait la loi après les Alonguinaï? C'est pour cela que je vous ai dit, il faut faire la part des choses, distinguer la volonté, le pragmatisme, la motivation qui anime l'homme, qui pilote ces ministères, et les résultats qu'on doit attendre de ces états généraux. C'est deux choses différentes. L'homme a la bonne volonté. En tout cas, il est plein d'initiatives. Je vois en lui, c'est quelqu'un qui veut vraiment révolutionner. Mais maintenant, par rapport aux états généraux, moi, je reste dubitatif par rapport aux résultats. C'est-à-dire, je ne m'attends pas, sincèrement, qu'on ait un résultat qui va rencontrer les vrais problèmes. Vous avez posé les problèmes ici. C'est quoi? Les taux élevés du chômage. Et ces taux élevés du chômage touchent qui? Ça touche les jeunes universitaires. Mais la question qu'on devrait, peut-être ils vont sûrement aborder la question. Je suis un peu mal placé parce que je ne suis pas de l'enseignement universitaire. Je n'ai pas aussi non plus les termes de référence de ces états généraux pour que je puisse opiner de manière vraiment objective sur la question. Mais je vous dis que les formats si vous avez été associé à ce forum, à ces assises, que diriez-vous? Bon, malheureusement, vous savez, M. Lumbala, je ne sais pas, peut-être dans d'autres, partout ça s'est fait comme ça. Pour que vous soyez associé, vous devez être dans la politique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas recours aux techniciens. C'est ça le problème. Vous pouvez être un technicien à la matière, mais pour qu'on puisse faire recours à vous, vous devez être dans les cercles politiques, alors que ce n'est pas la vocation de tout le monde. Bon, si j'étais associé, malheureusement, je ne suis pas associé, moi, je devrais plutôt proposer à son Excellence les formats, revoir les formats qu'ils ont validés, le fait que déjà, il n'y a pas de recruteurs dedans, les employeurs n'y sont pas, les techniciens, c'est-à-dire nous qui sommes dans la vie professionnelle, surtout aux ressources humaines, nous n'assistons pas à ça. Ça pose un tout petit peu problème. Les discussions risquent de tourner tout autour de l'enseignement supérieur universitaire, mais sans pour autant aborder la vraie question. Je vous ai dit, par exemple, il y a des filières dans nos universités ici qui ne cadrent pas avec les besoins réels du marché de l'emploi qu'il faut supprimer. Il y a des cours parfois qui n'ont rien à voir avec les métiers qu'il faut aussi supprimer. Est-ce qu'ils vont en parler? Et au niveau national, pratiquement une sorte de déphasage, de contraste entre les filières suivies et également les offres d'emploi sur le terrain. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans ces états généraux, une question sensible comme celle-ci sera abordée? Parce que si on touche à la question, mais il y aura des gens qui vont se retrouver au chômage. Des filières qui ne cadrent pas avec les besoins réels du marché de l'emploi. On va demander d'abord de suspendre ça momentanément, de se concentrer qu'aux filières qui correspondent aux besoins réels du marché de l'emploi. On va maintenant dans les contenus. Monsieur Lumbala, vous êtes étudiant en comptabilité. On vous donne des cours de mathématiques, les cours de philosophie, les cours d'expression écrite et orale, des histoires qui n'ont rien à voir avec les métiers que doit exercer un comptable dans une entreprise. Mais maintenant, pensez-vous que si on va dans cette logique, mais qui anime ces cours-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc c'est pour vous dire que le problème est fondamental. C'est-à-dire qu'on devrait, sincèrement, pour être objectif, mettre autour d'une table les différents acteurs pour qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'il faut faire. Autrement,
Même, je vous ai entendu parler ici que parmi les recommandations, ils veulent que toutes les institutions puissent migrer au système LMD. Non, ça a précédé les États généraux. C'est pratiquement ce que certains bailleurs de fonds, certains partenaires exigent, la mutation du système traditionnel vers le système LMD, licence 3 ans, master 2 ans, et ensuite le doctorat. Et vous pensez que le vrai problème, c'est celui-là? C'est la question que je vous retourne. Est-ce que le système, l'introduction du système LMD dans toutes les filières au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, est-ce que ça va apporter des solutions aux problèmes d'inadéquation entre les filières suivies et les offres sur le marché d'emploi? Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? Monsieur Lumbala, le problème n'est pas de migrer ou de faire la mutation vers les systèmes LMD. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment une solution appropriée pour réduire les taux élevés du chômage ou pour permettre à ceux qui sont de l'université d'être acceptés dans la vie professionnelle. Je pouvais plutôt être content qu'on me dise on réduit la licence à 3 ans et les 2 années de stage en entreprise, en lieu et place de LMD. Ça, je vous réponds en tant qu'intechnicien. C'est le graduat et la licence, au lieu de 5 ans, tout est comprimé. Oui, tout est comprimé en 3 ans. Et les 2 autres années, que ce soit des années de stage en entreprise. Alors, après avoir terminé les 2 ans de stage en entreprise, on vous délivre un diplôme universitaire. C'est-à-dire, vous avez 3 ans de théorie et 2 ans de la pratique. De sorte que lorsque vous allez rédiger votre CV pendant que vous devez chercher de l'emploi, déjà dans le CV, vous aurez déjà 2 ans d'expérience professionnelle. Ça va déjà réduire cette problématique des années d'expérience qu'on impose à ceux qui postulent. Donc dire que 3 ans, licence, 2 ans LMD, mais moi je n'ai pas vu. Franchement, je n'ai pas entendu. Alors, là ce système était observé, on parle de la pratique. Mais ce système était observé à l'IEC il y a quelques années. 3 ans de graduat, vous allez travailler pendant 2 ans avant de revenir pour continuer la licence 2 ans. Est-ce que ça continue? Je dis ce système. Mais voilà, non, je vous pose la question, M. Lumbala. Allez-y poser la question. Est-ce que le système continue ou bien tous, ils ont migré dans ce qui se passe actuellement? Alors, mais le système LMD en soi, c'est un système quand même qui a des avantages, M. Mpoutou. Vous faites la licence 3 ans, mais pendant ce temps, même les masters, pendant ce temps, il y a des professeurs qui ne sont pas docteurs à thèse, mais des praticiens de ces disciplines qui viennent également après les théories des professeurs de docteurs à thèse pour vous parler de ce qu'ils font dans la praxis, c'est-à-dire sur le terrain. Il vous est déjà arrivé d'assister dans une salle de cours en LMD? Vous avez vérifié que tous ceux qui enseignent là sont des praticiens? C'est pour cette raison-là que je vous dis, le vrai problème, il est ailleurs. OK? C'est-à-dire qu'il faut associer, qu'on sache quel type de personnes qu'on veut former. Tout devrait commencer par là. On veut former qui? On veut former un chercheur, on veut former un praticien ou on veut former ceux qui vont être dans la profession libérale. Dès que les 3 questions trouvent la réponse, je pense qu'on peut maintenant adapter les systèmes d'enseignement universitaire à chaque catégorie de profils dont on a besoin de former. Mais là, ça va... est-ce que ça ne va pas exiger qu'on supprime certaines filières, certaines facultés... Qui ne cadrent pas avec les besoins. Qui ne cadrent pas avec les réalités du pays et les réalités du monde professionnel. Tout à fait. On a le pétrole, mais qui est en train de vieillir, peut-être bientôt dépassé, si nous basculons dans les énergies renouvelables totalement. On a le cobalt et le cuivre, et ainsi de suite. On a d'autres minéraux qu'on a découverts, mais est-ce que, avec aujourd'hui la Chine qui est en pleine guerre avec les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de former des gens plus compétitifs par rapport aux atouts qu'on a et par rapport aux réalités du monde qui changent? Des questionnements, est-ce que ces questionnements il est quand même séduisant? Effectivement, quelle faculté pour quel emploi? Quelle formation pour quel métier? Ça, c'est important.
former selon les besoins. Ça devrait être une préoccupation ou une priorité. Que de continuer à faire croire aux gens que vous êtes universitaire, c'est l'univers, vous pouvez vous adapter à tout, dans toutes circonstances, vous pouvez vous adapter. Non, ça c'est un ancien système. Je vous ai dit que même les systèmes éducatifs que nous avons à ce jour, c'est un système hérité de l'époque coloniale. Ce système a été conçu pour répondre à un besoin spécifique et ces besoins datent de l'avant-indépendance. Maintenant qu'on est en 2021, le problème n'est plus le même, les besoins n'est plus les mêmes. Pourquoi ne pas adapter les systèmes éducatifs aux besoins réels? Vous venez de parler ici, par exemple, du pétrole. Vous pouvez vous imaginer, on a combien de gisements pétroliers ici au Congo? Mais est-ce qu'à Mwanda, il y a une école de formation de pétroliers? Ou en Ituri, il y en a? Cette école est à Kinshasa. Mais alors qu'il n'y a pas de gisement ici. Vous me parlez à l'époque, il faut faire 3 ans à l'Institut supérieur des commerces, vous allez travailler pendant 2 ans et vous revenez. Avez-vous posé la question actuellement à l'Institut supérieur des commerces, si pour accepter quelqu'un en licence, ils posent d'abord la question où ils exigent que la personne apporte une attestation de service rendu qui se rassure qu'il a travaillé pendant 2 ans? Vous savez, M. Lumbala, il y a des institutions supérieures universitaires. Quelqu'un m'a donné une information qui est vraie. On a même mis fin au système de stages dans des entreprises. Ils font ce qu'on appelle les stages bloqués. Vous payez $20, on vous met dans une salle, les mêmes professeurs, ils reviennent vous donner des cours sous forme de séminaires. Mais, M. Lumbala, on va où? C'est pour cela que je vous ai dit, il faut associer des professeurs à thèse, pour qui j'ai beaucoup de respect, aux praticiens, aux gens qui exercent des métiers. Vous me faites venir à l'auditoire pour donner les cours des ressources humaines. Je ne vais jamais donner la définition des ressources humaines ou parler de ce que tel auteur a dit. Non, moi je vais vous dire ce que j'ai fait au bureau au quotidien en tant que responsable des ressources humaines. De telle sorte que lorsque vous partez chercher de l'emploi, vous savez déjà ce qu'on attend de vous. C'est pour cela que nous avons mis en place les centres d'appui à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle. Nous-mêmes, en étant dans la vie professionnelle, on a travaillé dans des organisations internationales. Nous sommes aujourd'hui dans des multinationales. On connaît certaines réalités du terrain que l'université ne maîtrise pas. Alors, pour aider ceux qui finissent les études à intégrer facilement le monde professionnel, puisque les réformes du système éducatif vont prendre du temps, c'est comme ça que nous avons mis en place tout un cabinet, tout un centre où nous jouons les ponts entre l'université et la vie professionnelle. C'est comme ça que vous allez constater, au sein de notre centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle, nous avons mis sur pied une série de formations modulaires à vocation non académique et que ces formations correspondent aux intitulés des postes qui sont publiés régulièrement par des organisations internationales. Donc vous allez comprendre que nous, notre focalisation, c'est les ONG internationales. C'est-à-dire qu'il faut que la formation soit adaptée à un besoin spécifique. Et vous allez trouver que nous avons par exemple la formation sur les techniques de la recherche d'emploi, où il faut déjà encadrer quelqu'un qui sort de l'université, vous l'apprenez comment d'abord analyser l'offre. Lorsque je suis en face d'une offre d'emploi, qu'est-ce que je dois regarder? Est-ce que c'est les diplômes, les termes de référence? Il y a la présentation du dossier, les techniques d'interview, la rédaction de la lettre de motivation. Nous avons les modules, par exemple, les modules des logisticiens, des chargés de suivi et évaluation, des assistants administratifs, les gestionnaires comptables des ONG. Pourquoi? Parce que ce sont des formations qui correspondent aux offres d'emploi. Mais malheureusement, à l'université, on n'a pas prévu des filières ou des facultés qui correspondent à ces besoins. Donc c'est ça un peu que le travail que nous faisons. C'est simplement pour venir aussi en aide à ces systèmes éducatifs dont les réformes vont prendre suffisamment du temps. Mais sinon, moi, je salue l'idée, j'ai franchement l'initiative d'organiser des états généraux. Je salue et c'est que je vais demander si de telles activités peuvent être organisées dans le futur, qu'on nous associe, nous les techniciens, qu'on vienne communiquer la réalité du terrain. Ça va aider à ces systèmes éducatifs d'être améliorés. Merci Alain Poutou. On est resté équilibré, on n'a pas essentiellement tiré sur les assises de Lubumbashi, mais notre souci, c'est de voir ces assises pour lesquelles l'argent du trésor public sort, dépensé justement, que ces assises apportent réellement des réformes, des modifications et que des choses changent, au lieu d'être des réunions de bureau avec des résolutions bonnes pour les tiroirs des ministères à Kinshasa. Merci beaucoup. Nous relançons avec
l'accord, la bénédiction de GMK, notre magazine RDC Emploi, c'est pour justement vous faire quitter ces auditoriums après avoir avalé autant de syllabus pour le monde professionnel et lui-même peut-être sera également parmi ceux qui vont défiler pour, dans le cadre de ce centre, donner l'expertise dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'un des cours qui dispense ailleurs. Alain Poutou, je vous remercie et merci à vous de nous avoir suivis. On attend les assises de Lubumbashi, les résolutions pour venir encore nous prononcer. Pour l'instant, nous faisons confiance à ceux qui sont à Lubumbashi. Au revoir.